Interdiction à l'aéroport, Dar es Salaam s'embrase. L'image d'un pays sans coup d'État vacille, quand une vidéo d'arrestation, relayée malgré les premiers blocages numériques, transforme une interdiction de départ pour des funérailles en révélateur. Restrictions médiatiques, rassemblements annulés, promesses d'ouverture après-demain puis resserrement à partir de 2025. Et, en moins d'un jour, des centaines non confirmées dans la rue, des campus au café, jusqu'à des bougies allumées au Kenya, tandis que la présidente, Samia Suluhu Hassan, hésite entre contrôle strict et dialogue. Que perd la jeunesse quand Ibrahim Traoré devient repère? Une aube fragile, déjà contestée. Cette séquence promet une lecture factuelle, sans slogan ni conjecture, de la crise tanzanienne et de ses répercussions régionales. Vous gagnerez des repères clairs pour comprendre enjeux, acteurs, conséquences immédiates. L'enjeu dépasse un incident. Il touche la légitimité, la stabilité économique et la confiance civique, trois piliers mis sous tension par des choix sécuritaires, des réponses de rue et une circulation d'images qui court-circuite le récit officiel. Ce qui suit explique comment un événement précis devient un test de gouvernance, pourquoi la jeunesse s'agrège au-delà des clivages, et comment les chiffres disponibles cadrent l'ampleur réelle, sans extrapolation. Si la stabilité fut l'argument cardinal pendant des décennies, que se passe-t-il quand elle sert à restreindre, laisse l'expression? La promesse est simple. Relier données, chronologie et impact concret, puis ouvrir un espace de dialogue informé, en gardant une distance critique et un langage mesuré pour éclairer des décisions à venir. Le cadre retient uniquement des faits rapportés, confronte versions et annonce les zones d'incertitude à surveiller. En moins de 24 heures, 3 villes voient surgir des rassemblements spontanés, signal d'un seuil franchi. Des chiffres non confirmés parlent de centaines de jeunes dans la rue, assez pour rompre le silence officiel sans le remplacer par une certitude chiffrée. Cette accélération éclaire le cœur de la crise. Un incident précis agit comme révélateur d'une accumulation ancienne, où les restrictions médiatiques, les interdictions de réunion et l'effacement progressif des voix critiques ont préparé le terrain. Le contraste est net avec la période qui suit 2021, lorsque la transition de pouvoir avait brièvement rouvert l'espace public, nourrissant l'espoir d'une respiration civique. À partir de 2025, le mouvement s'inverse. Enquête suspendue, rassemblements annulés et pression sur les journalistes recomposent un climat de prudence et de peur diffuse. Ce qui sert de révélateur, c'est la dynamique de circulation. Une vidéo d'arrestation à l'aéroport, relayée avant les premiers blocages numériques, court-circuite le récit officiel et transforme un geste administratif en symbole partagé. La colère quitte les cercles militants pour toucher étudiants, chauffeurs de taxi et enseignants, tandis que les slogans glissent d'un soutien à une personne vers une revendication plus large de liberté d'expression et de dignité. La société découvre alors une coordination imparfaite, mais réelle, faite de gestes simples et de solidarité de quartier, qui élargit la base sociale du mouvement sans chef unique. Ce basculement s'inscrit aussi dans un écho régional. Des bougies allumées au Kenya et la recirculation d'un propos d'Ibrahim Traoré sur la dignité politique résonnent comme des miroirs, non comme des consignes. L'effet est surtout cognitif. Il relie une expérience locale à un débat continental sur stabilité et droit. La question ouverte n'est pas celle d'un affrontement immédiat, mais celle de la trajectoire. Combien de temps un modèle fondé sur l'ordre peut-il absorber la frustration sans perdre la confiance qui le rend légitime? Au cœur du mouvement, des figures ordinaires servent de boussole. Aïcha, étudiante à l'université de Dar es Salaam, prend la parole dans une vidéo captée à la volée. La voix tremble, le propos est net. Une interdiction de déplacement pour des funérailles devient un test des libertés quotidiennes. Relayée avant le resserrement numérique, son intervention circule sur les campus et dans les quartiers, non comme un mot d'ordre, mais comme une question partagée
qui agrègent des colères dispersées. Ce premier cas montre comment un récit personnel, précis, peut transformer une indignation diffuse en interrogation collective. Un autre point d'appui apparaît à quelques rues de là. Un journaliste indépendant consigne les témoignages dans un café, conscient de la fragilité de l'instant. Ses notes décrivent une solidarité pragmatique. Chauffeurs de taxi qui signalent les axes à éviter, professeurs qui guident les plus jeunes, habitants qui offrent eau et abri pour échapper aux gaz lacrymogènes. Ces gestes, répétés dans plusieurs villes, indiquent un déplacement subtil de la peur vers l'entraide et une capacité d'auto-organisation sans hiérarchie visible. Les impacts précoces sont concrets. Dans certains quartiers, des points de rassemblement persistent malgré les dispersions, modifiant la perception de l'espace public. Les slogans évoluent, quittant la défense d'un individu pour des revendications plus larges, centrées sur l'expression et la dignité. Pour les observateurs, ce passage du singulier au commun est décisif. Il reconfigure l'imaginaire politique et signale une contestation qui s'enracine socialement, sans chef à neutraliser ni agenda unique à bloquer. La rue devient un espace civique disputé. Avant l'incident, l'ordre paraissait maîtrisé. Les rassemblements restaient rares. La communication officielle insistait sur la stabilité. Et les tensions semblaient contenues dans des cercles militants surveillés. Après l'arrestation à l'aéroport, la séquence s'accélère. Et la chronologie devient elle-même un acteur. En quelques heures, les autorités qualifient les premières marches de réaction isolées, tandis que des images amateurs montrent des foules dispersées au gaz lacrymogène près des grandes places de Dar es Salaam. Ce décalage entre discours et visibilité publique ouvre une brèche durable. L'activation commence par la rue. Étudiants et jeunes travailleurs se regroupent spontanément, sans mot d'ordre central, testant les limites de l'espace public. Les forces de sécurité procèdent à des arrestations ciblées, mais l'effet recherché se dilue. Chaque interpellation produit de nouveaux rassemblements, plus diffus, plus mobiles. Les réseaux sociaux, encore accessibles par intermittence, servent de relais tactiques plutôt que de tribunes idéologiques. La circulation rapide des vidéos transforme des scènes logs en événements nationaux. Vient ensuite un moment de bascule, lorsque l'accès à Internet est restreint. L'intention est de couper la coordination. L'effet immédiat est inverse. Les témoignages franchissent les frontières, repris par des médias régionaux, tandis que des journalistes étrangers rapportent à distance des images qui contredisent le narratif officiel. Dans les quartiers, des chaînes de solidarité se forment pour maintenir des points de rencontre, partager informations et protection de base. La contestation change d'échelle sans se centraliser, ce qui complique toute réponse unique. Les jours suivants, la dynamique s'étend. Les manifestations atteignent d'autres villes, puis des régions plus éloignées. Des assemblées étudiantes se tiennent à l'université, non pour désigner un leader, mais pour décider des formes d'action à éviter afin de limiter les risques. Les slogans évoluent encore, abandonnant la référence initiale à l'opposant pour une grammaire plus large des libertés. Cette plasticité explique la résilience du mouvement face aux dispersions répétées. Dans les coulisses, la présidence hésite. Une réunion d'urgence avec des figures de l'opposition est annoncée, signal d'ouverture prudente. Mais au moment même où les discussions se tiennent, les marches continuent, révélant une dissociation entre arène institutionnelle et rue. Chaque option semble coûter cher. Durcir accroît la visibilité internationale des violences. Concéder expose à des revendications plus structurées. Le pouvoir navigue à vue. Les répliques dépassent la Tanzanie. Des gestes de solidarité apparaissent au Kenya et ailleurs, et des propos d'Ibrahim Traoré sur la dignité politique, déjà diffusés auparavant, sont à nouveau partagés comme cadre symbolique, sans directive. L'effet est moins mobilisateur que réflexif. Il place les événements dans une conversation africaine sur stabilité et droit, renforçant l'attention régionale. Les premiers jours se ferment sur une certitude provisoire. Ce qui avait commencé comme un incident administratif s'est mué en séquence politique complète,
avec activation, points de tension et ondes persistantes. La suite dépendra soit de la capacité des acteurs à transformer cette énergie en dialogue ou à l'enfermer dans un cycle de contrôle et de contournement. Au point de départ, les grandes mobilisations étaient marginales. Aujourd'hui, les indicateurs suggèrent un changement d'échelle. Les premières estimations, difficiles à confirmer en raison des coupures numériques, évoquent plus de 300 000 participants, cumulés à Dar et Salam, et dans d'autres centres urbains, alors que les rassemblements antérieurs se comptaient le plus souvent en centaines. Ce delta n'indique pas seulement une foule plus nombreuse, il signale une diffusion sociale plus large, touchant étudiants, travailleurs et classes moyennes, jusque-là perçues comme en retrait. Un deuxième chiffre précise la composition. Environ 40% des manifestants seraient des femmes, proportion en hausse au fil des jours. Cette présence modifie l'organisation du mouvement. Réseau d'entraide, distribution d'eau et d'informations et logistique de base deviennent des fonctions visibles. L'indicateur est qualitatif autant que quantitatif, car il renvoie à une politisation de la vie quotidienne et à l'élargissement des rôles civiques au-delà des cercles militants traditionnels. Le troisième ensemble de données concerne la réponse sécuritaire. Les sources officielles reconnaissent plus de 2000 arrestations dans les 48 premières heures. Des ONG estiment le total plus élevé. Des signalements concordants font état d'un usage répété de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc dans au moins 15 lieux distincts. Pris ensemble, ces chiffres décrivent une intensité répressive rapide qui coïncide paradoxalement avec l'extension géographique des marches plutôt qu'avec leur contraction. Les effets économiques apparaissent presque simultanément. Les données préliminaires indiquent une baisse d'environ 15% du tourisme, secteur clé, et une dépréciation du shilling proche de 4,5% face au dollar dans la semaine, suivant les affrontements initiaux. Ces variations ne sont pas structurelles à ce stade, mais elles traduisent une sensibilité immédiate des marchés à l'instabilité politique et à l'incertitude institutionnelle. Pour mieux comprendre la bataille informationnelle, un autre indicateur éclaire la situation. Malgré les restrictions, près de 60% de la population aurait eu accès à des contenus liés aux manifestations via les réseaux sociaux. En miroir, les messages officiels évoquant une influence étrangère peinent à convaincre, selon des enquêtes d'opinion rapides qui montrent un soutien majoritaire aux revendications civiques et une adhésion minoritaire au discours gouvernemental. L'écart entre perception publique et narration étatique devient mesurable. Ces données ne prouvent pas une issue. Elles se bornent le champ des possibles. Elles montrent une mobilisation plus large, une répression visible, des coûts économiques immédiats et une circulation de l'information qui résiste aux entraves. Dans ce cadre, les références régionales, y compris des propos d'Ibrahim Traoré sur la dignité et la participation politique, agissent comme comparateurs symboliques plutôt que comme moteurs. Le chiffre clé n'est donc pas un total figé, mais une trajectoire. Lorsque plusieurs indicateurs évoluent dans le même sens, la crise cesse d'être conjoncturelle et devient un test durable de gouvernance. Deux arguments opposés structurent désormais le débat. Le premier, porté par les autorités et leur soutien, affirme que la stabilité est un bien public prioritaire. Dans cette lecture, les restrictions temporaires visent à prévenir l'escalade, protéger l'activité économique et éviter un effet domino régional. L'histoire nationale, marquée par l'absence de coup d'État, est mobilisée comme preuve qu'un contrôle ferme, même impopulaire, peut préserver la paix civile. Les partisans de cette ligne soulignent aussi la vulnérabilité des infrastructures et le risque de désinformation en période de tension, estimant qu'un relâchement ouvrirait la voie à des violences incontrôlées. Le second argument, défendu par les manifestants et une partie de la société civile, inverse la causalité.
Selon eux, la stabilité durable naît de droits garantis, pas de leur suspension. Restreindre l'expression et l'assemblée alimente la défiance, accélère la mobilisation et transforme des revendications limitées en contestations systémiques. Les comparaisons avancées mettent en avant des trajectoires où l'ouverture, même graduelle, a réduit la conflictualité en offrant des canaux de médiation crédibles. Dans cette perspective, la répression n'est pas un pare-feu, mais un accélérateur. La confrontation de ces thèses révèle un point aveugle commun: la légitimité. Les données disponibles montrent sinon que l'adhésion populaire ne se décrète pas et que l'efficacité sécuritaire, mesurée à court terme, peut produire des coûts politiques et économiques immédiats. À l'inverse, l'ouverture sans cadre peut créer des attentes difficiles à satisfaire rapidement. La question n'est donc pas de trancher entre ordre et liberté comme des absolus, mais d'identifier le seuil où l'un cesse de servir l'autre. Un élément souvent négligé concerne la temporalité. Les autorités résonnent en jour. La rue résonne en trajectoire. Lorsque les décisions publiques ne tiennent pas compte de cette asymétrie, les signaux envoyés sont mal interprétés. Le résultat est une spirale de malentendus, où chaque camp lit les gestes de l'autre comme des provocations. La synthèse possible repose sur des mécanismes vérifiables: calendrier clair, médiation crédible, indicateur public de désescalade. Sans ces garde-fous, chaque argument, pourtant rationnel pris isolément, risque d'alimenter l'impasse qu'il prétend éviter. Un seuil invisible vient d'être franchi. Ce point médian ne tient pas à l'ampleur d'une marche, mais à un déplacement intérieur du mouvement. La contestation cesse d'être une réaction et devient une articulation. Lorsque des messages discrets circulent entre étudiants, journalistes et travailleurs, malgré les coupures, ils ne cherchent plus seulement à se rassembler, mais à se reconnaître comme force collective. La coordination reste fragile, parfois improvisée. Pourtant, elle suffit à modifier les anticipations. Chacun agit en sachant que d'autres feront de même. Un signal cristallise ce basculement. Lors d'un rassemblement restreint, une phrase attribuée à Ibrahim Traoré sur la dignité politique est citée, puis relayée dans des cercles fermés. L'effet n'est ni prescriptif ni mobilisateur au sens strict. Il est symbolique. Les mots servent de miroir, rappelant que la dignité n'est pas un slogan conjoncturel, mais une ligne de partage entre crainte et affirmation civique. À partir de là, les slogans se stabilisent, les objectifs se clarifient et les formes d'action se diversifient sans perdre leur cohérence. Pour les autorités, la découverte est haute et brutale. L'hypothèse d'un essoufflement rapide s'érode face à une rue qui apprend vite et ajuste ses tactiques. La crise change alors de nature. Elle n'oppose plus seulement contrôle et protestation. Elle met en jeu la capacité de l'État à dialoguer et avec une société qui se pense désormais comme interlocutrice légitime. Ce moment ne garantit aucune issue. Il fixe cependant une nouvelle ligne de base. Le retour à l'avant-crise devient improbable. La suite dépendra de la manière dont cette conscience collective sera reconnue, canalisée ou niée. Les répercussions deviennent tangibles lorsqu'on observe 4 groupes clés, chacun exposé différemment aux effets de la crise. Pour l'État d'abord, la conséquence immédiate est une tension de capacité. La gestion sécuritaire mobilise ressources et attention au détriment d'autres priorités, tandis que la crédibilité institutionnelle est mise à l'épreuve par l'écart entre discours et images diffusées. Les annonces d'ouverture prudentes, lorsqu'elles coexistent avec des arrestations visibles, produisent un signal ambigu qui complique la désescalade. À court terme, l'État conserve l'initiative matérielle. À moyen terme, il affronte un défi de confiance mesurable, où chaque décision est lue comme un indicateur d'intention. Pour les entreprises et l'économie, les effets sont rapides et inégaux. Les secteurs exposés à la perception internationale, comme le tourisme, subissent une contraction immédiate, tandis que le commerce local est perturbé par les restrictions de mobilité et l'incertitude. Les petites entreprises
absorbent des pertes liées aux fermetures temporaires. Les investisseurs réévaluent le risque politique. Ces ajustements ne constituent pas encore une crise structurelle, mais ils renchérissent le coût de l'inaction et réduisent les marges de manœuvre pour une reprise rapide, sans apaisement durable. Pour les citoyens, l'impact est double. D'un côté, la vie quotidienne se complexifie, accès à l'information irrégulier, transport perturbé, climat de stress accru. De l'autre, une politisation accélérée s'installe. Des personnes jusque-là en retrait participent à des réseaux d'entraide, discutent sans des règles de l'espace public et redéfinissent ce qu'elles attendent de la représentation. Cette transformation n'est pas uniforme. Elle varie selon les quartiers et les professions. Elle crée néanmoins un socle commun de revendications centré sur l'expression, la dignité et la prévisibilité des règles. Enfin, pour la région, l'effet est surtout narratif et comparatif. Les événements tanzaniens sont observés comme un cas d'école sur la relation entre stabilité et droit. Des gestes de solidarité transfrontaliers apparaissent et des références circulent, y compris des propos d'Ibrahim Traoré sur la dignité politique, utilisés comme point de comparaison plutôt que comme modèle. Cette mise en perspective accroît l'attention internationale et invite les acteurs régionaux à anticiper les retombées, qu'il s'agisse de médiation, de coopération ou de prudence diplomatique. Pris ensemble, ces effets dessinent un tableau cohérent. La crise n'est pas confinée à la rue. Elle se diffuse dans les institutions, l'économie, les pratiques civiques et les regards extérieurs. Les chiffres disponibles indiquent des coûts immédiats et des risques différés, mais aussi des capacités d'adaptation. Le véritable enjeu réside dans l'alignement des temporalités. Si les réponses publiques restent plus lentes que l'apprentissage social, l'écart se creusera. À l'inverse, une reconnaissance claire des impacts, assortie de signaux vérifiables, pourrait transformer les conséquences actuelles en levier de stabilisation. 3 scénarios se dessinent pour les mois à venir, chacun portant en germe des trajectoires opposées, mais non irréversibles. Le premier, le plus optimiste, imagine une réconciliation négociée, qui pourrait s'opérer dans un contexte de réforme profonde. Face à la pression interne et internationale, le gouvernement pourrait choisir d'entamer un dialogue inclusif, visant à rétablir une forme de consensus social. Cela inclurait des concessions sur la liberté d'expression, une révision des lois restrictives et, potentiellement, la libération de prisonniers politiques. Cette réouverture politique pourrait, à terme, stabiliser le pays en rétablissant la confiance entre l'État et la société civile. Les conséquences économiques, bien que sévères à court terme, pourraient s'inverser à mesure que les tensions s'apaisent, permettant ainsi une reprise progressive. Le second scénario, plus sombre, prend forme autour de l'escalade de la répression. L'État, refusant d'accorder des concessions, pourrait choisir d'intensifier la répression, tant sur le plan sécuritaire qu'institutionnel. Les arrestations se multiplieraient, les médias indépendants seraient davantage muselés et les droits de rassemblement strictement limités. Cette stratégie, bien qu'efficace à court terme pour maintenir un certain ordre, aurait pour conséquence de renforcer la radicalisation du mouvement social. Les manifestations deviendraient alors plus violentes et la société serait de plus en plus polarisée. La communauté internationale condamnerait les violations des droits de l'homme, mais sans pression suffisante pour inverser la dynamique. La stabilité économique serait compromise et le pays risquerait une dégradation de sa réputation à l'échelle mondiale. Le dernier scénario, le plus inquiétant, décrit un effondrement social et politique progressif. Face à une répression exacerbée et à l'inaction gouvernementale, les tensions internes pourraient se transformer en une crise systémique. La population, épuisée par les violences et l'absence de perspective, pourrait se tourner vers des solutions alternatives, y compris des mouvements séparatistes ou des violences généralisées. L'économie plongerait alors dans une récession profonde, avec des pénuries alimentaires, une dévaluation de la monnaie et une fuite massive des capitaux.
le pays deviendrait ingouvernable et une intervention internationale pourrait devenir inévitable pour tenter de contenir la violence. Mais les chances de rétablir un ordre durable seraient faibles. Ces scénarios, bien qu'ils se nourrissent des réalités actuelles, restent ouverts. La manière dont l'État choisira de gérer cette crise déterminera le futur du pays. À ce stade, l'impact de la crise en Tanzanie va au-delà des simples chiffres et manifestes politiques. Il touche profondément les individus, leurs perceptions et leur place dans la société. Le phénomène n'est plus seulement celui des rues bondées ou des slogans. Il se diffuse dans les vies quotidiennes, dans les gestes ordinaires de solidarité. Dans certains quartiers de Dar es Salaam, des enseignants s'efforcent d'expliquer à leurs élèves pourquoi la dignité humaine ne peut être réduite au silence, même en période de répression. Un commerçant organise une collecte pour soutenir les familles des manifestants arrêtés. Un parent, dans la discrétion de son foyer, encourage son enfant à ne pas se laisser effacer. Ces gestes, souvent invisibles dans les grands récits politiques, participent pourtant d'une transformation sociétale lente, mais irréversible. Les jeunes, en particulier, jouent un rôle essentiel dans cette dynamique. Leur engagement dépasse le cadre purement idéologique. Pour eux, il ne s'agit pas seulement de revendiquer des droits, mais de bâtir une société dans laquelle ils peuvent exister pleinement. Cette génération, qui a grandi sous un régime qui leur promettait une stabilité sans liberté réelle, se rend compte que leur pouvoir ne réside pas uniquement dans leur capacité à protester, mais dans leur aptitude à structurer des réseaux de résistance, même informels. Ils redéfinissent ce que signifie être citoyen dans un contexte où les règles semblent fluctuantes. Les transformations sociales qui émergent de cette crise montrent que la politique en Tanzanie ne peut plus se réduire à des arbitrages entre pouvoir et opposition. Elle implique une reconquête des espaces publics, une revendication collective de la dignité et de la justice. Ces mouvements, ce sont une invitation à la réévaluation des rapports sociaux, où chacun, quel que soit son statut, devient un acteur de la transformation en cours. Ce moment charnière soulève aussi des questions fondamentales sur les trajectoires futures. Les jeunes d'aujourd'hui seront les décideurs de demain. Le chemin vers la solution passe par un réajustement radical des relations entre le gouvernement, la société civile et les forces de l'ordre. Le temps n'est plus à une gestion unilatérale de la crise, mais à une véritable ouverture du dialogue. Une première étape nécessaire consiste à organiser un dialogue national inclusif, où toutes les voix, y compris celles de l'opposition et des jeunes, seraient entendues. Ce dialogue devrait se concentrer sur des questions centrales, comme la liberté d'expression, la réforme du système judiciaire et la révision des lois restrictives qui nourrissent la méfiance populaire. Le rôle de médiateurs internationaux, neutres et respectés, pourrait faciliter la mise en place de ce processus, garantissant ainsi qu'aucune partie ne se sente laissée de côté. Simultanément, des réformes institutionnelles sont indispensables. La Tanzanie a besoin d'un système judiciaire véritablement indépendant et transparent, capable de rendre justice de manière équitable, sans pression politique. La transparence des processus électoraux est également cruciale pour rétablir la confiance dans les institutions. Sans ces réformes fondamentales, toute promesse de réconciliation demeurera fragile et temporaire. La légitimité du gouvernement devra reposer sur sa capacité à offrir des garanties solides et vérifiables, non seulement pour la transition politique, mais aussi pour le rétablissement de l'ordre social. Dans le même temps, l'engagement de la communauté internationale sera crucial. Un soutien économique, sous forme de prêts conditionnels ou de soutien à la reconstruction, pourrait aider la Tanzanie à stabiliser son économie et à mettre en place des programmes de développement durable. Ces investissements seraient d'autant plus efficaces s'ils étaient accompagnés de garanties démocratiques qui assurent une meilleure répartition des ressources et une justice sociale plus équitable. L'avenir de la Tanzanie dépendra donc de la capacité de ses dirigeants à prendre des décisions courageuses, à mettre en œuvre des réformes audacieuses et à faire preuve de transparence envers leur population. Au cœur de cette tourmente, il est un fait essentiel.
La crise en Tanzanie n'est pas simplement une épreuve pour le gouvernement, mais un défi pour chaque citoyen, chaque communauté. La résistance ne se trouve pas uniquement dans les rues bondées, mais aussi dans ces gestes quotidiens de résistance tranquille, souvent invisibles, mais tout aussi puissants. C'est dans la capacité de la société civile à se réinventer, à se redéfinir comme actrice du changement, que réside l'espoir d'une sortie de crise. Le rôle de chacun devient fondamental. Ainsi, la métamorphose de la Tanzanie ne viendra pas d'un seul grand discours ou d'un changement brusque imposé d'en haut. Elle prendra racine dans les actions quotidiennes des individus, dans la réaffirmation de la dignité humaine et dans l'engagement constant pour une meilleure justice sociale. L'espoir d'un avenir meilleur réside dans cette force collective, née dans les ruelles et les rues, portée par la jeunesse, mais aussi par ceux qui refusent de se résigner à une société injuste. La situation actuelle nous rappelle que, parfois, les moments les plus sombres portent en eux les germes d'une transformation radicale. En Tanzanie, les choix qui seront faits dans les mois à venir définiront non seulement le pays, mais aussi la vision d'une démocratie africaine en constante évolution. La Tanzanie, aujourd'hui à un tournant de son histoire, est confrontée à un choix crucial, celui de renouer avec les principes fondamentaux de la dignité humaine et de la liberté, ou de continuer à resserrer les liens d'un contrôle autoritaire. La crise en cours a révélé la résilience et la volonté de transformation de la société civile, en particulier des jeunes, qui n'acceptent plus d'être réduits au silence. Si cette énergie n'est pas canalisée vers un processus inclusif, elle pourrait devenir une force déstabilisatrice. Le rôle de la communauté internationale sera décisif. Les soutiens économiques et politiques devront se concentrer sur la réconciliation et la promotion d'un dialogue durable, tout en insistant sur la nécessité de réformes concrètes pour garantir les droits de l'homme et la démocratie. La solidarité internationale ne doit pas seulement se manifester par des déclarations, mais par un engagement réel en faveur d'une transition pacifique. Ce moment de crise peut, paradoxalement, devenir une opportunité pour réinventer la Tanzanie, si ses dirigeants et sa population parviennent à dépasser les divisions et à construire un avenir commun fondé sur la justice, l'équité et le respect des droits de chacun.